Bien, mesdames et messieurs, nous allons aborder aujourd'hui l'anatomie générale des os. Le chapitre de l'anatomie qui traite de l'anatomie osseuse est l'ostéologie. L'os est un tissu qui peut être interprété selon deux points de vue. L'os en tant que tissu et l'os en tant qu'organe. En effet, en tant que tissu, l'os constitue le tissu de soutien de tous les vertébrés, constituant ainsi la charpente des corps qui vont pouvoir maintenir leur morphologie. L'os va également constituer un levier et un système de poutres permettant ainsi aux muscles et aux articulations d'exercer leurs fonctions. Enfin, le tissu osseux joue un rôle métabolique. En effet, l'os va constituer une réserve importante de phosphore et de calcium. D'autre part, et ceci ramené à chaque région anatomique, le tissu osseux va être interprété comme un organe. Et comme tout organe, l'os aura une forme et une fonction spécifique de chaque région anatomique. Ainsi, la forme de deux os réunis au sein d'une articulation permettra l'exécution d'un mouvement particulier, comme nous le verrons au niveau de chaque région. Les 206 os qui répertorient dans le corps humain vont constituer ce que l'on appelle, vous le savez bien évidemment, le squelette. Au niveau du squelette, trois principales parties pourront être mises en évidence, comme on peut le schématiser sur un squelette simplifié. Nous distinguons ainsi trois parties au squelette. Un squelette axial, un squelette zonal et le squelette appendiculaire. Le squelette axial, tout d'abord, comme son nom l'évoque, va être le squelette de l'axe du corps, c'est-à-dire le squelette de l'extrémité céphalique, le squelette crânio-facial, le squelette rachidien, la colonne vertébrale, et nous rattacherons à ce squelette axial le squelette de la cage thoracique. Squelette de l'axe du corps, apparaissant depuis les cordes. Le squelette zonal, zonal étant un mot hérité de l'anatomie comparée, correspond au squelette des ceintures, c'est-à-dire au squelette réunissant le tronc et les membres. Nous distinguerons ainsi la ceinture scapulaire, réunissant le membre supérieur ou membre thoracique au tronc. Elle est constituée, cette ceinture scapulaire, de la clavicule et de la scapula ou omoplate. La ceinture pelvienne réunit le tronc aux membres inférieurs. Elle est constituée du sacrum
en arrière et de chaque côté des deux os coxaux venant constituer le bassin. Enfin, le squelette appendicular, squelette appendu au tronc, va constituer le squelette des membres, membres supérieurs et membres inférieurs. Chaque membre, nous reverrons, vous le savez, est constitué de 3 segments. Ainsi, le membre supérieur ou membre thoracique est constitué du bras, de l'avant-bras et de la main, réunis par les articulations, l'épaule réunissant le bras à la ceinture scapulaire, le coude reliant l'avant-bras au bras et le poignet réunissant la main à l'avant-bras. Le membre inférieur, ou membre pelvien, sera constitué de 3 segments. La cuisse, réunie au bassin par l'articulation de la hanche. La jambe, réunie à la cuisse par l'articulation du genou. Et enfin, le pied, réuni à la jambe par l'articulation de la cheville. Après ces définitions très générales du tissu osseux et du squelette, le cours s'articulera de la manière suivante. Nous rappellerons les principaux mécanismes de l'ostéogenèse, permettant donc la constitution du tissu osseux, le développement du tissu osseux et des os. Nous définirons la structure générale du squelette. Nous parlerons de classification du squelette et nous terminerons par quelques mots de vascularisation et d'innervation. Le premier point va donc concerner l'ostéogenèse, c'est-à-dire le mode de développement des os au moment de l'embryogénèse, puis chez le nouveau-né et le jeune enfant. Le tissu osseux peut se constituer selon 2 modes ou 2 principes d'ossification. L'ossification membraneuse, et l'ossification encondrale, ou ossification endochondrale. L'ossification membraneuse, ou ossification de membrane, correspond au mode d'ossification selon lequel un os se développe au sein d'une matrice fibreuse ou membrane primitive. On retrouve ce type d'ossification, par exemple, au niveau de la voûte crânienne, la calvaria. En effet, très tôt, au moment de l'organogénèse, l'encéphale, l'extrémité rostrale du système nerveux central, est recouvert par une membrane primitive qui est où va se placer l'ébauche de la future voûte crânienne. Au sein de cette membrane primitive apparaissent des noyaux d'ossification au sein desquels va se développer le tissu osseux calcifié. Ainsi, à la partie antérieure de cette voûte crânienne apparaissent les 2 noyaux d'ossification venant constituer le futur os frontal. Latéralement se situent les noyaux d'ossification des futurs os pariétaux, droit et gauche, et en arrière,
le noyau d'ossification de la future partie squameuse ou écaille de l'os occipital. Ces foyers ou noyaux d'ossification qui se développent au sein d'une matrice fibreuse primitive vont progressivement se développer au sein de cette membrane, se développant, augmentant de volume, pour venir alors se rejoindre au niveau des futures sutures représentant les articulations des os de la voûte crânienne. C'est la poussée de l'encéphale qui se développe sous cette membrane primitive qui active cette membrane ostéogénique et qui est responsable de la croissance de la voûte crânienne. Ainsi, les os de la voûte crânienne, mais également les clavicules par exemple, sont des os dont le développement se fait au sein d'une matrice fibreuse primitive. Nous parlerons donc d'ossification membraneuse. À côté de ce mécanisme d'ossification membraneuse, le tissu osseux peut également se développer au sein d'une maquette cartilagineuse primitive. Il s'agira du mode d'ossification enchondrale ou endochondrale, venant du grec chondros pour cartilage. Cette ossification enchondrale ou endochondrale représente le mode d'ossification de la plupart des os de l'économie humaine, en particulier au niveau des membres. Cette fois-ci apparaît au sein du blastème mésenchymateux une matrice cartilagineuse constituée d'un tissu cartilagineux avec des chondrocytes au sein desquels se trouve, ou baignant plus exactement, dans la substance fondamentale. Au sein de cette matrice cartilagineuse primitive vont apparaître des foyers d'ossification au niveau des os des membres, des os longs par exemple. Apparaît initialement un noyau d'ossification au sein de la partie moyenne du futur os, c'est le noyau diaphysaire, et aux extrémités apparaîtra un noyau d'ossification épiphysaire, proximal et distal. Ces noyaux d'ossification vont alors se développer au sein de cette maquette cartilagineuse primitive. Les zones résiduelles de cartilage persistantes entre les noyaux d'ossification, correspondant à ce qu'on appelle les métaphyses, et c'est par ces régions métaphysaires que l'os va pouvoir se développer en longueur, les os de cartilage persistants étant connus sous le nom de cartilage de conjugaison ou cartilage de croissance. Ce mode d'ossification cartilagineux, vrai pour la plupart des os des membres et les os de la base du crâne par exemple, représentant donc le mode d'ossification enchondrale ou endochondrale, dont le principal moteur est un moteur hormonal, c'est l'hormone de croissance qui va être le moteur principal de ce type de développement osseux. Ossification membraneuse, ossification cartilagineuse.
La constitution de l'os, la structure de l'os, va pouvoir être détaillée à partir d'une coupe d'un os, celui que vous voulez. Par exemple, ici, une extrémité supérieure de l'humérus, que l'on va réaliser selon le grand axe de l'os. En effet, lorsque l'on réalise une coupe de l'os, la structure apparaît non pas homogène, mais l'os va présenter plusieurs régions que l'on peut détailler comme suit. Tout d'abord, la périphérie de l'os est constituée d'un os épais, compact. C'est l'os cortical. Os cortical, formant le cortex osseux, l'écorce. Il s'agit d'un os compact, très épais au niveau des os des membres inférieurs, un peu moins au niveau du membre supérieur, et encore moins au niveau du crâne ou au niveau des vertèbres, par exemple. Cet os cortical, ou os compact, épais, va délimiter, notamment au niveau des os longs, comme on peut le schématiser au niveau d'une coupe transversale, schématique et théorique d'un os, va délimiter un espace en dedans de lui, dans lequel va se trouver l'os spongieux qui, au contraire de l'os cortical, épais, va être constitué de lamelles osseuses plus ou moins denses, venant s'insérer sur l'os compact, os cortical, et venant croiser d'autres lamelles, constituant un faisceau de croisées d'ogives comparable par exemple à ce que l'on observe en architecture, constituant un système intéressant de transmission des forces. Ceci est particulièrement vrai au niveau des os des membres inférieurs, devant supporter le poids du corps. Cet os spongieux forme des travées qui s'entrecroisent, délimitant alors des logettes au niveau desquelles va se placer la moelle osseuse. On distingue la moelle rouge, ayant un rôle dans la production des éléments circulants du sang, et la moelle jaune, constituant une forme involuée de la moelle rouge. C'est la moelle graisseuse qui, chez l'animal, a des qualités gustatives tout à fait appréciées et appréciables. Une forme particulière de cet os spongieux est l'os sous-chondral. En effet, nous verrons que certaines régions des os sont recouvertes d'un cartilage articulaire dans les zones où l'os va s'articuler avec des pièces osseuses voisines, dans certaines zones articulaires. Ce cartilage articulaire, ou cartilage hyalin, qui est différent du cartilage au sein duquel se développe le tissu osseux, est soutenu par une forme particulière d'os spongieux, l'os sous-chondral, dont la structure s'apparente à un os spongieux dont les logettes
forment une trame de très petite taille. Il s'agit en gros d'une sorte de condensation de l'os spongieux dans les zones supportant le cartilage articulaire, os sous-condral. Ainsi, le tissu osseux, son ultrastructure, comporte 3 types de tissus osseux. L'os cortical, dense, résistant, épais, situé à la périphérie de l'os. L'os spongieux, formé de ces lamelles s'entrecroisant, constituant une véritable éponge osseuse, d'où son nom, présentant des logettes hébergeant la moelle osseuse et constituant un système de travées permettant la transmission des forces. Enfin, dernier type d'os, c'est l'os sous-condral venant supporter le cartilage articulaire dans les zones articulaires. L'os, enfin, apparaît, sauf au niveau des zones articulaires, recouvert par une membrane richement vascularisée et innervée. C'est le périoste, que je figure ici en vert, le périoste autour de l'os. Ce périoste est important car il a un rôle dans la vascularisation et l'innervation du tissu osseux. C'est lui, entre autres, qui va être responsable de la sensibilité de l'os dans les traumatismes, dans les fractures. Si les fractures font mal, c'est lié à l'irritation du périoste. Et le périoste, de la même manière d'ailleurs un peu que la membrane primitive des os membraneux, eh bien, va avoir un rôle dans la croissance de l'os, en particulier en épaisseur, alors que les cartilages de conjugaison ont un rôle dans la croissance en longueur de l'os. Introduction, ostéogenèse, constitution du tissu osseux. Parlons maintenant de la classification des os. En effet, les anatomistes aiment à classer les structures et le squelette n'y échappe pas. Ainsi, on distingue au sein de l'économie humaine 5 types d'os, cette classification étant une classification morphologique. On distinguera les os longs, les os courts, les os plats, les os irréguliers. Cette notion d'os irrégulier étant une sorte de fourre-tout, n'est-ce pas, dans lesquels nous ne pouvons placer ni les os longs, ni les os courts, ni les os plats, comme on dit en Alsace. Et enfin, nous parlerons d'une catégorie tout à fait particulière d'os que l'on trouve au niveau du squelette facial. Ce sont les os pneumatisés. Un os long est un os dont la longueur est très supérieure à ces deux autres dimensions, c'est-à-dire la largeur et l'épaisseur. On trouve ces os au niveau de la cage thoracique, les côtes par exemple. On les trouve très souvent au niveau des membres. La plupart des os des membres, qu'il s'agisse de l'os du bras, l'humérus, les deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna, mais également au niveau de la main, par exemple. Les métacarpiens sont par exemple des os longs. En effet, la longueur de ces os
est très supérieure à leur largeur ou à leur épaisseur. Nous les représentons ici sur une vue antérieure schématique du squelette de la main en vue palmaire. Les métacarpiens, qui sont les os qui constituent l'armature osseuse de la paume de la main, sont des os longs. Le premier métacarpien du pouce, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou ici le cinquième métacarpien. Mais également, les squelettes, les os constituant le squelette des doigts, les phalanges donc, sont des os longs. De la même manière que le fémur, l'os de la cuisse, est un os long. Le principe, la définition d'un os long ne tient pas compte de sa longueur absolue, mais d'une longueur relative, c'est-à-dire d'un ratio, longueur sur largeur et épaisseur. Ainsi donc, une phalange ou le fémur sont tous deux classés parmi les os longs. Ne vous faites pas avoir au moment des examens. Un os court, au contraire, est un os dont les trois dimensions sont comparables. Il s'agit, par exemple, des os que l'on trouve au niveau du poignet. Les os du carpe vont constituer ainsi 8 petits os qui sont des os courts, car leurs dimensions sont comparables. Le scaphoïde, le lunatum, le trichétrum, le pisiforme, le trapèze, le trapézoïde, l'os capitatum ou lamatum sont 8 petits os courts situés au niveau du poignet. Un os plat est un os dont la forme apparaît aplatie. Ces os plats, vous les trouvez par exemple au niveau de la voûte crânienne. On en a parlé il y a un instant. Au niveau de la voûte crânienne, les os plats pariétales, occipitales, écailles frontales, etc., sont des os qui ont une forme globalement aplatie. On retrouvera d'autres exemples d'os plats, par exemple au niveau de la ceinture scapulaire, où la scapula, anciennement l'omoplate, l'os plat de l'épaule, eh bien, est un os aplati contre le grille costal. Eh bien, cet os fait partie de cette définition, de cette catégorie. Os long, os court, os plat, d'autres os, comme les vertèbres par exemple, sont des os qui ne s'inscrivent pas dans une forme simple. Par exemple, les vertèbres présentant un corps en avant, corps vertébral dont la forme varie en fonction de l'étage considéré. On aura ainsi des corps parallélépipédiques au niveau de la colonne cervicale, des corps s'inscrivant dans une section de cylindre au niveau de la colonne thoracique. Ici, vous avez l'exemple d'une vertèbre thoracique, ou encore une forme de haricot, une
forme réniforme au niveau de la colonne lombaire. Puis nous avons en arrière l'arc neural, présentant un certain nombre de reliefs articulaires, les processus articulaires ou zygapophysaires, crânial, caudal, le processus transverse, ou encore le processus épineux tout en arrière, dont l'extrémité est palpable à travers la peau. Eh bien, ces os de forme complexe ne s'inscrivent ni réellement dans une forme plate, ni dans un os long, ni dans un os court. On les classe donc parmi les os irréguliers. Enfin, une dernière catégorie d'os apparaissent creusés de cavités aériennes, les sinus de la face. Ces os sont donc classés parmi les os pneumatisés. Par exemple, le maxillaire, ici. L'ethmoïde, l'os frontal avec son sinus frontal. Ces os, que l'on trouve essentiellement localisés au niveau du squelette facial, sont creusés de cavités dont le rôle est discuté. Réchauffement ou régulation de la température de l'air inhalé. Allègement de l'extrémité céphalique du squelette, qui est un avantage évolutif lié à la station debout. Rôle immunitaire pour certains. Quoi qu'il en soit, ces cavités aériennes pouvant s'infecter, ce sont les sinusites, sont présentes au niveau de certains éléments osseux de la face qui rentrent alors dans la catégorie des os pneumatisés. Cela dit, ces os pneumatisés, remplis de cavités aériennes, ont également des formes complexes. Je pense par exemple au maxillaire, si bien que le maxillaire pourra être classé en fonction du point de vue parmi les os irréguliers ou les os pneumatisés. D'autres os, comme le frontal, vont venir présenter une écaille aplatie, faisant discuter la classification de l'os frontal parmi les os pneumatisés ou les os plats. Ceci occupe les congrès des anatomistes et anime des discussions scientifiques passionnantes. Enfin, pour terminer, nous allons parler un instant de la vascularisation et de l'innervation des os. En effet, il ne faut pas oublier que le tissu osseux est un tissu vivant et en aucun cas inerte, ce qui explique un certain nombre de phénomènes en pathologie. L'os est un tissu en perpétuel renouvellement. On retrouve ainsi des cellules qui vont fabriquer du tissu osseux, ce sont les ostéocytes. D'autres cellules qui vont au contraire dégrader le tissu osseux, il s'agit des ostéoclastes. L'os va donc, pour son fonctionnement, recevoir une vascularisation avec des artères qui apportent du sang et donc des nutriments et de l'oxygène nécessaires à ce métabolisme osseux. Les veines vont récupérer le sang veineux et le ramener dans la circulation. L'os est produit également du tissu lymphatique qui va rejoindre la circulation lymphatique puis la grande circulation veineuse. Et enfin, l'os est un tissu innervé, comme l'illustre la sensibilité du tissu osseux. Prenons un exemple d'un os générique, un os long, avec une épiphyse proximale, une diaphyse, une épiphyse distale, et donc deux métaphyses symbolisées par ces pointillés. La vascularisation artérielle d'un os se fait par des branches collatérales, des troncs
artérielle passant à proximité de l'os. Habituellement, l'os recevra une vascularisation diaphysaire par une branche diaphysaire pénétrant la diaphyse au niveau du foramen nourricier cette artère diaphysaire venant ensuite se ramifier au sein des structures intra-osseuses en assurant donc la vascularisation. Par ailleurs, existent souvent des réseaux artériels métaphysaires, comme au niveau de l'humérus, au niveau du fémur, venant constituer des cercles artériels venant par ramification assurer la vascularisation des extrémités de l'os. Cette vascularisation métaphysaire est particulièrement importante au niveau du col du fémur, ce qui fait la gravité des fractures du col fémoral, où cette vascularisation métaphysaire est interrompue, pouvant provoquer des nécroses de la tête fémorale. Cette vascularisation osseuse peut également dépendre de deux autres phénomènes importants. Il s'agit du périoste et des insertions musculaires. En effet, je vous avais expliqué que, hormis au niveau des zones articulaires recouvertes par du cartilage hyalin, la surface osseuse était recouverte par une membrane fibreuse richement innervée et vascularisée, le périoste. Le périoste va se comporter comme une lame porte-vaisseau permettant d'apporter une fine vascularisation à l'os, venant constituer un apport significatif à la vascularisation diaphysaire et métaphysaire. Ainsi, certains os, comme par exemple le scaphoïde au niveau du poignet, sont des os très peu recouverts de périoste. En effet, le scaphoïde, à la base du pouce, est un os dont la surface est essentiellement recouverte de cartilage articulaire pour ses articulations avec le radius et les os voisins du quart. Ainsi, la vascularisation périostée du scaphoïde est très faible et les fractures du scaphoïde, du fait de la vascularisation fragile de cet os, eh bien, peuvent poser des problèmes de consolidation. Ce sont les pseudarthroses assez fréquentes au niveau de cet os du fait de cette particularité anatomique. Une dernière suppléance vasculaire d'un os est représentée par le tissu musculaire. En effet, la surface des os, notamment au niveau des diaphyses, des os longs, représente souvent des surfaces d'insertion musculaire. Nous représentons ici un corps musculaire, un corps charnu d'un muscle, peu importe lequel.
Le muscle est un tissu très richement vascularisé. Et donc, les insertions musculaires permettent d'apporter à l'os sur lequel le muscle s'insère un complément de vascularisation, le muscle venant partager en quelque sorte sa vascularisation avec l'os. Un os recevant de nombreuses insertions musculaires reçoit une vascularisation plus dense. Certains os, c'est le cas de l'os lunatum au niveau du poignet, c'est également le cas du talus au niveau du pied, sont les os du corps humain, les deux seuls exemples d'os ne recevant aucune insertion musculaire. Ces os ont donc une fragilité vasculaire particulière et l'os lunatum, palpé ici à la face antérieure du poignet, est particulièrement sujet aux micro-traumatismes répétés, en particulier chez les travailleurs manuels, je pense par exemple à ceux qui manipulent le marteau-piqueur, pouvant présenter des nécroses avasculaires de l'os lunatum, entraînant des douleurs chroniques du poignet, connues sous le nom de maladie de Kinbuck. La circulation veineuse de retour se fait par des veines satellites des artères, mais également se fera par le périoste, mais également par les muscles. La circulation lymphatique suit les artères, les veines, et la lymphe osseuse rejoint la circulation lymphatique générale, faisant relais au niveau des lymphoneux, puis rejoindra la circulation veineuse. Ce qui explique que certaines tumeurs osseuses peuvent se compliquer de métastases lymphonodales. Enfin, l'os reçoit une innervation. L'os reçoit une innervation. En particulier, le périoste constitue une membrane périosseuse très richement innervée, ce qui explique la sensibilité du tissu osseux. Tout le monde connaît la douleur exquise que représente le contact du tibia à la table basse, qui a, semble-t-il, été inventé spécialement pour ceci. Évidemment, c'est ce traumatisme du périoste qui va entraîner cette vive douleur. Mais cette innervation ne permet pas que cela. En effet, la mise en tension du périoste lors des mouvements ou lors de la contraction des muscles qui s'insèrent sur l'os, du fait de multiples capteurs présents au niveau du périoste, sera essentielle pour la réalisation des mouvements. C'est cette innervation du périoste qui explique lors des fractures et de la distension du périoste, de dilacération du périoste, la douleur qui sera ressentie par les patients. Ainsi donc, et pour conclure ce cours, l'os représente un tissu important, charpente du corps humain, réalisant un rôle de levier et de poutre permettant la réalisation des mouvements musculaires. Il a un rôle métabolique important de réserve phosphocalcique. La forme de l'os déterminera sa fonction dans le mouvement, et ceci dépendra bien sûr de la localisation
de l'os. Il existe deux modes essentiels de formation du tissu osseux, l'ossification membraneuse, comme par exemple au niveau de la zone crânienne, et l'ossification encondrale, qui représente le modèle le plus fréquent. L'os n'est pas un tissu homogène, il est au contraire constitué de plusieurs composants, une partie périphérique corticale, compacte, une partie centrale spongieuse, au sein de laquelle se trouvera la moelle osseuse, l'os sous-chondral venant supporter le cartilage articulaire. Hormis au niveau des zones articulaires, l'os est recouvert d'une membrane richement innervée et vascularisée, le périoste, qui a également des fonctions ostéogéniques. Selon sa morphologie, l'os sera classé en os long, court, plat, irrégulier ou pneumatisé. N'oubliez pas enfin que l'os est un tissu vivant, recevant une vascularisation et une innervation essentielle à sa fonction. Je vous remercie de votre attention.